Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali est sur la voie de la refondation sociale à travers un programme national d'éducation aux valeurs. Le lancement officiel du programme a eu lieu mardi au palais présidentiel de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'un programme d'enseignement, d'éducation civique et patriotique axé sur le respect des valeurs et la bonne gestion du bien public pour ainsi poser les jalons d'un Mali nouveau si cher aux autorités de la transition. Mohamed Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc représentant du comité des experts chargé de l'élaboration du dit programme. Vous assumez donc le rôle de président de ce comité depuis la disparition donc de feu Adama Samasekou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous venez donc de remettre votre copie, on va dire ainsi, au président de la transition. Avec quel sentiment? Bon, merci bien, M. Konaté. Bonsoir à nos téléspectateurs. Permettez-moi de sacrifier la tradition en ayant une pieuse pensée pour nos camarades et collègues disparus. Il y a le président Adama Samasekou, certes, mais il y a le docteur Abdoulaye Sall, qui était d'éminents membres de notre communauté, et en la circonstance, réellement, nous leur dédions vraiment toutes nos pensées. Alors, la remise de ce document précieux, il en est un, au chef de l'État, au président de la transition, nous procure à nous autres qui en avons été les ouvriers vraiment un sentiment de fierté. Une fierté pour la simple raison que nous savons que c'est un outil essentiel pour une nation qui se construit. Le Mali est à la croisée des chemins. Nous venons de loin. Et déjà, depuis les indépendances, nous sommes dans la recherche de voies pour redevenir nous-mêmes. Et cela n'est pas facile, vu quand même les stigmates et les empreintes du temps colonial, pour ainsi dire la nuit coloniale. Bon, pour en sortir, nos papas, nos pères ont fait beaucoup d'efforts pour transformer la société et redevenir vraiment une société africaine d'hommes libres, conscients, ancrés dans leur propre culture et valeurs. Et aujourd'hui, effectivement, avec la nouvelle donne de la souveraineté retrouvée, il sied tout à fait, effectivement, que nous fassions ce travail de réflexion sur nous-mêmes et de contribution, n'est-ce pas, à l'émergence d'un citoyen de type nouveau. Quand vous parlez de refondation, et c'est de ça qu'il s'agit essentiellement, de la société. Donc, il fallait revoir nos valeurs, faire le point et savoir comment nous allons travailler avec pour effectivement redevenir nous-mêmes et pour nous projeter et progresser, comme dirait Amadou Ampateba. Alors, on va parler contenu un peu plus tard, mais le comité d'experts a été mis en place, si je ne m'abuse, fin décembre 2021. Le document final, on l'a vu, il est quand même assez volumineux, mais vous avez mis quand même 2 ans à le produire. Pourquoi ça a été si long et quelle a été la démarche pour aboutir à ce document? Bon, véritablement parler, ça n'a pas duré 2 ans. Je pense qu'on a quand même mis une bonne année pour arriver à produire l'avant-projet, parce que c'était ça la mission du comité des experts, mis en mission par le ministre de la refondation de l'État, lui-même sur instruction du président de la transition, chef de l'État, comme vous l'avez dit au départ, qui a voulu qu'il y ait ce programme d'enseignement civique et patriotique, n'est-ce pas, de respect des valeurs et du bien public. Alors, donc, le travail, la méthodologie est vraiment un cas d'école. Nous avons eu d'abord un atelier de cadrage. On venait sur un champ friche. Nous n'avons pas d'expérience antérieure, ni d'ailleurs en regardant un peu dans le voisinage. Donc, en fait, nous faisons un travail créateur. Et donc, à partir de l'atelier de cadrage, nous avons eu beaucoup de rencontres. Et à la clé, nous avons surtout eu l'intelligence, j'allais dire, et la chance d'initier un mini-forum d'écoute pour avoir une écoute, une oreille pour toute la société, toutes les composantes de la société. Et là, nous avons rencontré les médiateurs traditionnels, les artistes, les journalistes, les scientifiques, les écrivains, comment dirais-je, les légitimités traditionnelles, les religieux. Donc, en fait, les chercheurs, les universitaires,
Et donc réellement toute une panoplie de catégories sociales que nous avons eu à écouter et enregistrer. Et donc avec cette moisson, nous ne pouvons pas faire un travail de moindre qualité. On a eu effectivement à réfléchir sur la problématique des valeurs et qu'est-ce qui était le problème avec les problèmes endogènes, les problèmes d'ordre exogène, n'est-ce pas? Une typologie des valeurs, en identifiant les valeurs d'hommes et les valeurs de la République, les valeurs de système qui sont beaucoup plus d'ordre universel. Donc nous avons fait vraiment un travail, un bon diagnostic. Et sur la base de ce diagnostic, nous avons pu faire une projection sur l'éducation, qui est un peu le cœur de la société. Et donc, parce qu'on voit que quand on parle de valeurs, c'est un système de transmission. Il va forcément de la famille, et l'école à sa part. Mais la société de façon générale, et l'État avec son administration, qui a un devoir d'éducation des populations. Donc, l'un dans l'autre, chacun a un rôle à jouer. Donc, il a bien fallu écouter un peu tout le monde pour en tirer les leçons et maintenant faire une projection pour proposer donc, un programme opérationnel. Bon, et c'est à cette phase que nous sommes présents. Alors, vous avez donc écouté tout le monde, mais quelles sont ces valeurs, finalement, que tout le monde met en avant, qui font un peu consensus? Quelles sont ces valeurs auxquelles les Maliens veulent fondamentalement revenir aujourd'hui? Bon, je pense que la question est d'abord politique, parce qu'en réalité, les Maliens veulent redevenir eux-mêmes. Vous et moi, nous sommes encore en train de parler une langue étrangère ici. Ce n'est pas notre souhait. On aurait bien voulu que toute cette masse qui est devant la télé et qui peut-être ne comprend pas la langue étrangère soit aussi à l'écoute et partage ce que nous sommes en train de dire. Voilà, il y a un lieu de combat. Donc, les valeurs, c'est les valeurs de la République. L'État, forcément, joue sur ça. Mais l'État contribue à ce que la famille joue son rôle. Parce qu'on a vu l'ensemble des structures de la société se sont désagrégées. La famille ne joue pas pleinement son rôle. Et, comment dirais-je, l'État lui-même a beaucoup de lacunes, n'est-ce pas? Les organisations, et nous avons vu celles qui pouvaient être les organisations de la société civile, celles qui pouvaient être considérées comme des contre-pouvoirs. Bon, l'un dans l'autre, il y a eu beaucoup de vices. Alors, la valeur, si on doit la résumer de façon fondamentale, les Maliens veulent redevenir une société de vertu, avec une gouvernance de vertu. Alors, redevenir donc une société de vertu nécessite peut-être que l'on remodèle le citoyen malien. Quelle place l'éducation aux valeurs va donc occuper dans le système de la refondation du Mali? Ah oui, la place essentielle, parce qu'en réalité, quand on parle de refondation, j'ai dit nationale, la question centrale, c'est l'homme, c'est la personne. Et l'homme ne vaut que par ses valeurs, par ses convictions, ses idéaux sur lesquels il se construit. Et là, c'est tout un processus. Vous savez, l'enfant, quand il vient au monde, il y a le maternage qui est là. Ensuite, il passe à l'étape de la socialisation. Ensuite, il passe à l'étape des apprentissages, n'est-ce pas, qui peuvent inclure l'école et les formations. Bon, ensuite, il passe à l'étape où il s'assume en tant qu'adulte. Il devient par exemple chef de famille, fonde, etc. Et jusqu'à l'étape finale de son assagissement, qu'on peut considérer comme un peu dans le troisième âge. À tous les niveaux, l'homme se forme. Et l'éducateur lui-même a dit, le penseur, doit être éduqué. Donc c'est dire que, en fait, l'éducation aux valeurs, ça concerne toute la société. Et personne n'est exclu. Chacun doit avoir nécessairement sa partition. Et chacun doit également en acquérir. Et c'est là que, en tout cas, bon, au point de vue de l'État, l'État ne peut faire que ce qu'il a à faire. Les autres, ils organisent la société pour qu'elle-même aussi, elle puisse s'organiser. Mais les départements ministériels, il y aura effectivement une approche sectorielle où dans chaque département, il y aura des actions ciblées, n'est-ce pas, adaptées voilà, à leur mission. Mais M. Coulibaly, la société, on le sait, évolue et certains estiment qu'on regarde trop dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir les choses? Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse de regarder trop dans le rétroviseur. Peut-être qu'il y a des tenants d'un certain modernisme douteux, j'allais dire,
Parce que quand on parle de tradition, les gens ont l'impression que la tradition, c'est une question de passé. Mais la tradition, ce n'est pas que le passé. La tradition, c'est ce que vous avez l'habitude de vivre et que vous continuez à vivre. Donc, quand nous faisons référence souvent à la tradition, aux valeurs héritées, mais on n'est pas en déphasage avec le monde moderne. Et on ne se construit pas en allant dans tous les sens. Il y a un socle qui est là, le socle des valeurs. Celui qui fait que aujourd'hui, la nation malienne se distingue par des valeurs bien propres. Nous avons ici la Djatigia qui a été appréciée par tous, comment dirais-je, nos frères et voisins de l'Afrique et du monde. Les gens ont vu, c'est une valeur, n'est-ce pas, qui n'existe pas peut-être partout. J'espère bien. Dans le Sahel, certainement, c'est une valeur commune parce que nous ne nous cloisonnons pas dans les frontières définies par les coloniaux. Et ce n'est vraiment pas ça la famille. Notre famille est étendue. Et nous, dans cette famille de la savane et sahélienne, nous avons un peu toutes les mêmes valeurs. Et je pense qu'on parlera également du Sinankunya, qui est une autre valeur que les gens découvrent. Mais tout ça, là, on n'est pas en train de regarder dans les rétroviseurs. C'est ce que nous sommes et que nous faisons au quotidien, mais que nous avons manqué de formaliser. C'est absent. Et puisque nous n'avons pas fait ce travail, nous envoyons à l'école les enfants étudier autre chose que ce qu'ils est et ce qu'ils font quotidiennement. Et finalement, nous devenons des êtres hybrides. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il s'agit réellement de travailler à redevenir soi-même. Et pour l'être, nous l'avons dit au départ, un des challenges, c'est effectivement nos langues nationales qui nous expriment, qui nous racontent, qui disent qui nous sommes, n'est-ce pas? Et à travers lesquelles nous nous comprenons nous-mêmes. Et parce qu'avec la langue étrangère, on est obligé de faire plutôt une adaptation. Moi, j'ai des concepts dans ma langue. Pour les dire, il faut que j'essaye de trouver... Or, quand je le dis dans la langue maternelle, les gens le comprennent tout de suite. Et donc, il y a ce challenge-là. Je pense que la République, le Mali l'a compris depuis le départ, avec la réforme de l'enseignement de 1962. Et il est très bien dit que nous allions travailler avec le français en attendant d'outiller et d'instrumenter nos langues pour pouvoir faire ce travail-là. Et quelle place est-ce que vous avez réservée aux langues nationales dans le programme national d'éducation aux valeurs, justement? Ah oui, c'est la place essentielle, la première place, parce qu'on s'est dit, ce travail est fait pour les populations. Et vous n'allez pas venir leur dire des choses, raconter des choses qu'ils ne comprennent pas. Il faut bien le faire dans les langues qu'ils comprennent. Et donc, c'est ce qui doit se traduire à travers le plan de communication. Parce que vous savez bien que le programme national, il est accompagné d'un plan de communication dans lequel les médias auront tout leur rôle à jouer. Bon, bien entendu, nous ne faisons pas d'exclusive. Au jour d'aujourd'hui, je crois que la langue française nous sert encore et nous avons tous les droits de bien l'utiliser, n'est-ce pas, dans nos intérêts, mais sans oublier quand même que nos langues aussi ont leur place et qu'elles ne sont pas handicapées. En réalité, si elles ont des handicaps, c'est peut-être nous, notre méconnaissance et notre ignorance. Sinon, les langues ont les outils nécessaires pour pouvoir faire tout le travail que toute langue fait dans le monde. Mais vous savez que la question, elle est quelque part problématique quand même à cause du fait que nous sommes heureusement divers et pluriels. Donc on a beaucoup de langues et on peut ne pas se comprendre entre nous. Ben non, mais vous n'avez aucun pays où il n'y a qu'une unicité ethnique. Tous les pays du monde, c'est des agglomérats de multitudes n'est-ce pas, de peuplades, de peuples, etc. Je ne vous parlerai pas du cas de la Chine, je ne vous parlerai pas du cas de la France. On dit qu'il y a 45 langues, n'est-ce pas, en France, ou 46, je ne me rappelle pas trop du chiffre. Et dans d'autres pays, il y a des centaines de langues. Mais ils ont une langue de travail essentielle qui fédère et qui soude la nation. Et là, pour y arriver, ce n'est pas sorcier, en réalité, on essaye de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il suffit de réellement travailler sur le statut des langues. Une langue doit avoir des compétences pour faire un choix. Il ne s'agit pas d'exclure des langues, mais de mettre chaque langue dans sa catégorie. Vous avez des langues qui ont une envergure, j'allais dire transnationale, c'est-à-dire qui ne sont pas que dans nos frontières et qui sont même ailleurs, dans nos voisinages. Vous avez des langues qui ont plutôt une vocation nationale, d'autres régionales, d'autres locales. Bon, alors on ne va pas quand même confondre toutes les langues. On essaye de voir quelle langue a les attributs et remplit les critères nécessaires pour pouvoir quand même être assez représentative pour le corps national. Bon, et on fait un classement sur lequel on travaille. Il ne s'agira pas d'exclure une langue, mais de travailler toutes les langues de manière à les outiller pour les amener à ce niveau.
Et il faudra tenir compte des aires linguistiques. Mais mon vieux, n'allez pas forcément dire que vous allez parler Bambara dans l'aire linguistique Dogon. On peut bien le faire aujourd'hui, on peut s'organiser pour que dans l'aire linguistique Dogon, on parle Dogon, que dans l'aire linguistique Peul, on parle Peul, que dans les aires linguistiques Bamana, on parle Bamana. Donc, il faut une politique de la langue, tout simplement, et je pense qu'elle peut être facilement mise en œuvre. Mais vous reconnaissez qu'il y a du travail sur ce... Mais bien entendu, il n'y a pas d'acquis à la matière. Au contraire, parce que la moindre faute risque de nous coûter. Il faut effectivement, ce n'est pas un travail qui se fait par des amateurs, c'est un travail de connaissance, de technicité, n'est-ce pas, et aussi de bon sens politique. Parce qu'il faut l'adhésion de tout le monde. Le pays a besoin de cela. Quand on parle de démocratie, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'adhésion des autres. Donc il faut faire un travail qui fasse en sorte que les autres acceptent le principe, la vérité et l'objectivité. Voilà. Maintenant, le subjectif, chacun peut en redire. Et je pense que c'est pas ce qui doit arrêter la roue de l'histoire. D'accord. Vous avez donc sorti globalement un programme en 11 axes. Pouvez-vous nous en rappeler, s'il vous plaît, les grandes lignes? Les 11 axes, disons, sans vouloir citer par mémoire, mais une première priorité a été consacrée à la famille, n'est-ce pas? Comment aider la famille à se remettre. Et cela ne veut pas se faire comme ça, simplement par un discours. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre société, il faut maîtriser ces paramètres. Le paramètre démographique est très important. Et les changements technologiques de notre environnement aussi est très important. Il y a beaucoup d'évolutions dont il faut tenir compte. Les mariages tels qu'ils se faisaient avant et tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était compris avant et tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous avez des jeunes qui se marient, ils créent leur foyer, ils vont prendre à eux deux une villa, et voilà, ils essayent de s'organiser pour... Mais la famille nucléaire est une fiction chez nous, parce que quand on parle de famille, on peut parler de ça, de la cellule familiale. Mais la famille, on ne peut pas imaginer une famille sans grand-père, sans petits-enfants. Là, c'est tout cet ensemble-là qui est pour nous la famille. Donc, et pourquoi on en est là aujourd'hui, monsieur? Mais oui, mais il faut voir que le changement de paradigme, il faut savoir avoir une bonne lecture, sinon à se tromper, on va à la catastrophe. Vous savez combien il y a aujourd'hui de mariages et de divorces en même temps? En même temps. Autant on est en train d'en marier, autant on est en train d'en défaire. Vous avez l'intention de nous remettre avec les grands-pères, les grands-mères dans la même... Bon, c'est pas une question de remettre tout le monde ensemble. De remettre tout le monde ensemble. C'est une question de reconstruire les liens. Reconstruire les liens. Parce que, vous savez, nous sommes fiers de notre éducation. Nous savons ce que nous avons bénéficié, pas seulement de nos parents, mais de l'ensemble de l'entourage de la famille. Ce que nous devons à un oncle, à une tante, à un aîné, à un cousin, etc. Tout ça, c'est notre famille. Si vous privez l'enfant de cela, bien sûr, vous en faites un métèque qui ne sait pas dans une société qui va... Bon, ça dit que nous sommes une société de communauté et nous sommes en train d'évoluer avec les principes d'une société d'individus. Il y a un hiatus, il y a une contradiction. Il faudrait que nous sachions la relever. Et je pense que ce travail est un travail de recherche qui permettra effectivement d'orienter les gens sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Comment la société peut mieux s'organiser, n'est-ce pas, depuis la base, depuis le quartier, n'est-ce pas, pour en venir au village, à la ville et ensuite au niveau de la nation. Donc il y a des voies qui sont proposées dans les stratégies. Donc je pense qu'à peu près c'est vraiment ça. Les axes, donc après la famille, nous parlons également de l'école, l'éducation civique, morale et patriotique qui doit pouvoir se faire. Nous pensons que ce travail ne peut pas se faire également sans les communautés, les légitimités traditionnelles. Mais pourquoi on les appelle légitimités? Mais elles sont légitimes, parce qu'elles tirent leur légitimité même de l'histoire, n'est-ce pas, de leur espace. Donc elles ont un rôle à jouer, et elles sont généralement ce que nous avions commis comme gardiens de la vertu. Et quand nous parlons de vertu, on ne peut pas donc les oublier. Vous savez, les communicateurs traditionnels qui jouent un rôle fondamental, mais sur lesquels on voit souvent des gens avoir des complexes. Mais on nous veut comme on nous veut à l'image d'autres sociétés. Nous, c'est ça notre réalité, nous l'avons été comme ça. On vous dira que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire aucun événement social dans votre famille sans faire recours à nos médiateurs. Il faut les valoriser dans leur travail. Et cela peut se faire même au niveau de l'État. Ce n'est pas une question exclusive, parce qu'on a l'impression, nous sommes dans une certaine dualité de fonctionnement de nos États,
où nous avons une société à part qui reproduit les éléments traditionnels et une société qui regarde ailleurs dans le monde moderne et qui essaie de se situer. Mais non, mais c'est la même société. C'est nous-mêmes qui inventons les problèmes là où il n'y en a pas. Quand, M. Konaté, vous retournez au village, vous retrouvez toute cette réalité dans sa plénitude, n'est-ce pas? Dans ses relations, dans sa beauté. Mais ce n'est pas à Bamako ici, mais qu'est-ce qu'on fait? On joue à ce que nous voyons peut-être ailleurs. Moi, ma famille, oui, les problèmes des autres, je ne veux pas me compliquer. Les Africains, il y a trop de social, il y a de ceci. Mais vous parlez, il faut savoir de quoi vous parlez. On ne se fait pas. Dans notre société, a fondamentalement changé au contact des autres. Mais nous, dans notre Est-ce qu'on va société, se replier? Ah non, mais dans notre société, même demain, nous savons que vous venez dans la main des autres. Vous partez dans la main des autres. Ça, c'est une vérité immuable. Est-ce que vous voyez? Bon, vous pouvez l'ignorer et jouer certainement au malotru en ne considérant pas les autres, mais en réalité, vous n'êtes rien sans les autres. Et cela est fondamental. Donc, il y a un certain nombre de messages cardinaux que nous devons pouvoir faire passer, que les gens réfléchissent, n'est-ce pas, et reviennent à remettre sur le tapis. Donc, ces questions de valeur et savoir qu'est-ce qu'on doit transmettre à la jeune génération. Parce que je vais vous dire, M. Konaté, la vie n'a pas de sens sans la transmission. Venir et ne rien transmettre, c'est vivre inutile. La transmission, et on le dit en bambara, c'est-à-dire iko, iyemunye, ni yefenye iko de kodo. Si tu n'as pas pu travailler pour ça, ton existence n'a pas de sens. Voilà, donc, et ce sont des vérités. Et ce n'est pas parce que d'autres sont allés vivre des réalités ailleurs qu'ils sont imbus, engorgés de ces réalités qu'ils vont venir nous faire nous déstabiliser. Nous aussi, aujourd'hui, dans notre idéal de vie, nous avons une société d'hommes très humains, n'est-ce pas, qui savent composer ensemble et qui savent, n'est-ce pas, gérer les défauts des uns et des autres pour bâtir une nation. Nous l'avons fait dans des millénaires et nous saurons le faire en nous débarrassant justement de ces emprunts inutiles qui nous font reculer et qui font croire que nous sommes en train de regarder dans le rétroviseur, tandis que nous sommes en train simplement de reproduire une civilisation qui a pris de l'avance sur les autres, qui était moins technologiquement avancée que celle d'aujourd'hui, mais qui était humainement en avance sur les autres. Nous avons à humaniser le reste du monde. Voilà. Alors, parlant d'école, vous avez parlé d'éducation civique et patriotique. Il va falloir revoir les programmes scolaires. Ah, nécessairement. Les experts ont eu à faire un travail formidable à ce niveau de décryptage sur qu'est-ce qui est valeur humaine, qu'est-ce qui est valeur de la République au niveau de l'État et qu'est-ce que nous avons au niveau universel, n'est-ce pas, des systèmes de valeurs. Et on pense que l'un dans l'autre, en analysant le travail que nous avons fait, on pourra travailler sur des leçons modèles. On pourra travailler sur des leçons modèles, enrichir déjà le curricula de l'enseignement civique et moral qui se fait déjà à l'école, n'est-ce pas, en y intégrant mieux, n'est-ce pas, la connaissance de soi, qui est la première des connaissances, n'est-ce pas? Et la connaissance de soi, au niveau individuel, c'est vous-même, connaître qui vous êtes, d'où vous venez, qui sont vos aïeux, etc., et où est-ce que vous partez, quels sont les pactes de vie que vous avez scellés depuis, n'est-ce pas, dans votre lignée, etc., tout cela compte. Mais connaître soi-même, au niveau national, c'est connaître le pays. C'est dommage que les Maliens connaissent mal le Mali. À cause de ça, on crée des problèmes entre nos communautés qui n'ont jamais existé. Entre toutes nos communautés qui ont vécu de longs siècles ensemble, il y a des pactes. Les gens les ignorent. Et pour la simple raison que le colonisateur a travaillé à effacer notre mémoire. Et à faire de nous des handicapés de la mémoire. Et cela, nous avons le devoir aujourd'hui de reconstituer, n'est-ce pas, cette mémoire-là, et qui a fait la solidarité de notre société, et que les gens expliquent mal aujourd'hui. Ils vont beaucoup plus chercher dans les livres écrits ailleurs, tandis qu'ils n'avaient qu'à simplement rédiger ce qu'ils entendent de grand-père. Ils allaient savoir qu'ils ont autant de livres avec eux. C'est pas pour rien qu'Amadou Hampâté-Bâ a dit qu'un vieillard qui se meurt est une bibliothèque qui brûle. Parce que nous, on n'a pas écrit, malheureusement, les choses... Voilà, mais ce travail, il incombe à notre génération aujourd'hui. Avant que les derniers dépositaires ne disparaissent, faisons quand même l'effort de recueillir ce qu'ils savent et qu'ils ne nous ont pas forcément dit, et peut-être qu'ils ont dit à l'un d'entre nous, mais il faut donner la chance à ce que tout le monde puisse en profiter par l'écrit. À notre génération, mais à qui concrètement? Tout le monde ne peut pas se mettre à écrire. Ah non, tout le monde a un devoir d'écrire. Moi, je ne comprends pas que
je le disais à des amis il y a quelques jours, que vous savez, en 60 ans d'indépendance, qu'à l'École nationale d'administration du Mali, on enseigne d'autres livres que ceux écrits par les anciens administrateurs du Mali. Ce n'est pas normal. Moi, je vous l'ai dit. Parce que l'État pouvait s'organiser. Il y en a qui avaient la capacité. S'ils n'ont pas fait déjà les manuscrits, ils ont la capacité de le faire. Et l'État devait susciter, n'est-ce pas, cette vocation-là, les amener à le dire. Et il s'agissait simplement de créer la motivation pour que les gens... Mais dans un pays où on a l'impression de passer le savoir par perte et profit, on dirait qu'il n'est vraiment pas très utile. Vous êtes savant, vous venez au Mali, les Maliens vous disent, mais et après? Mais non, non, le savoir, ça compte. Ce n'est pas et après. Quand on est savant, on est savant. On mérite du respect. Parce que dans cette vie-là, si nous valons quelque chose, c'est à travers nos savoirs. Bon, mais malheureusement, c'est l'avoir qui a pris la tête des gens. Les gens pensent, mais manger, manger. Mais il y a une faim. Mais ce qui n'a pas de faim, c'est le savoir. Et quand on l'a, ça enrichit, ça vous enrichit, ça enrichit votre entourage, ça enrichit toute la société et vous pouvez la transmettre, n'est-ce pas? Et marquer l'histoire. Je pense qu'il faut que les gens aient beaucoup plus d'ambition que de manger des poulets et des haricots, comme les Konaté. Bon, mais savoir qu'il est mieux de cultiver son jardin de la connaissance et de le partager avec la progéniture. D'accord, je ne répondrai pas à la provocation. Vous avez parlé de la famille, de l'école, de la société, oui. Mais le document met l'accent aussi sur l'administration. Absolument. Donc j'en arrive, l'administration c'est capital. Vous savez, le document le mentionne. Et là où il est beaucoup plus fait atteinte aux valeurs de notre société, c'est dans l'administration malienne. Donc il y a un travail à faire. Vous savez, mais cela, on en connaît la cause. On a mis n'importe qui, n'importe où. Les gens sont plutôt dans des fonctions sans vocation. Parce que tout le monde cherchait du travail, on cherche à se débarrasser, à placer un parent quelque part, qu'il sache, qu'il ne le sache pas. Bon, on voit que ce défaut et ce travers, n'est-ce pas, à gagner même des métiers, des fonctions sacrées. La fonction d'enseignant est sacrée. La fonction de médecin, c'est sacré. Mais si vous avez des médecins qui ne savent pas parler aux malades, mais on est où? Si vous avez des enseignants qui entretiennent des relations douteuses avec ceux qu'ils doivent éduquer, on est où? Mais nous, on a vu tout ça venir. Notre société n'était pas comme ça en 1960. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais nous, les enfants donc, de la République, on a vu comment ce problème est venu. Et vous savez, la gouvernance y est pour quelque chose. La malgouvernance est à la source de tous les maux. À la source de tous les maux. La dégradation des mœurs. Le fait de ne pas s'assumer, de ne pas savoir où on est, de rendre irresponsables les gens. Voilà, ça c'est la malgouvernance. Et vous préconisez des mesures fortes à ce niveau? Absolument. Donc à l'administration, je pense que déjà, il est envisageable d'avoir des sessions au niveau de l'administration, comme vient de faire d'ailleurs le ministère de la Justice avec sa semaine nationale, comment dirais-je, d'harmonisation des symboles, voilà, des symboles de l'État, voilà, et d'utilisation des symboles de l'État, et qui a permis, qui sont des valeurs. Quand on parle des symboles de la République, ce sont des valeurs. Donc, ils ont même un peu défriché ce terrain-là. Donc, et c'était pour dire, n'est-ce pas, à toute l'administration qui a été rencontrée, alors, ces valeurs sont sacrées pour la République. Mais il n'y a pas que ça. Donc, l'ensemble des valeurs identifiées doit pouvoir être mis dans le cadre, n'est-ce pas, de documents réfléchis qui peuvent servir de manuel pour l'ensemble des administrateurs, pour que les gens respectent l'éthique du travail, la conscience professionnelle. Vous savez, un des mots de l'administration, c'est d'abord l'absentéisme. Les gens ne sont même pas à leur poste. Et ils deviennent arrogants quand vous venez leur demander les services auxquels vous avez droit, qui vous est dû. Est-ce que vous voyez? Des gens qui oublient qu'ils sont les serviteurs du peuple, qu'un fonctionnaire est là pour le service public. C'est pour lui. Donc celui qui vient vous voir là, c'est un peu lui, votre employeur. Mais un peu de respect. Qu'est-ce que ça gâte? Mais on a un esprit, à la limite, dénaturé du service public, où le fonctionnaire devient le dieu des populations. Mais c'est le modèle colonial. Parce que quand nos aïeux venaient voir le colon, c'était avec la peur dans les tripes. Ils savaient. Mais s'il faut que nous, dans l'administration, après 60 ans d'indépendance, nous continuions à faire peur à nos populations, mais où est-ce qu'on va?
Ce n'est pas ça le but. Voilà, Alors, ce n'est pas la République, ça. Comment est-ce que vous envisagez la mise en œuvre du programme? Ou bien ce n'est pas de votre ressort, vous avez terminé votre travail? Non, si, pour le comité, effectivement, avec cette remise, le comité a épuisé sa mission. Oui, mais il n'en demeure pas moins que je connais les membres du comité et qui se disent, vraiment, on a fait un très bon travail, on ne doit pas s'en arrêter là. Et ils demeurent disponibles pour continuer, parce que en fait c'est le document qui est fini, mais son contenu c'est ce qui commence. Quand on dit lancement, c'est la mise en œuvre, n'est-ce pas, du programme qui débute maintenant. Et en la matière, tout le monde a une partition à jouer. Tout le monde a une partition à jouer. Et il y a eu un plan d'action qui a été proposé, et donc je crois au ministère de la Refondation de l'État, et c'est certain que le président ayant souligné l'urgence, n'est-ce pas, de l'application de ce programme national d'éducation aux valeurs, je suis sûr qu'ils prendront des dispositions assez rapidement, n'est-ce pas, pour commencer la mise en œuvre. Mais j'ai cru savoir que déjà au niveau du département, ils ont fait presque un plan quinquennal qui doit être 2024-2028. Alors, vous avez parlé d'un plan de communication qui accompagne donc ce document. Quelle place est-ce que la communication va jouer dans ce programme national d'éducation aux valeurs? Moi, je dirais, disons, la communication, c'est la première place, la place de premier ordre. Parce que, bon, si on ne communique pas sur ce savoir-là, il va servir à quoi finalement? Il y a un travail de vulgarisation à faire. Donc, et là, bien sûr, on va utiliser tous les médias d'État, les médias privés, les médias communautaires. Et aussi, on ne l'a pas dit assez, avec l'environnement numérique que nous connaissons aujourd'hui, vous avez les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc, ce sont des outils qui vont être mis à contribution parce que, tout simplement, on voit l'engouement de la jeunesse pour ces technologies. Et donc, ce sont des médiums qui vont beaucoup servir à faire passer des messages parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous dit de transmettre, pour inculquer des valeurs, vous faites une transmission, un travail de transmission. Et pour faire cette transmission, vous faites des messages. Et ces messages-là, il faut des supports. Donc, on va utiliser tous les supports de communication connus et possibles. Et je pense qu'elles ont été citées dans le plan d'ailleurs, et qui est un plan qui est assez détaillé, voilà, sur tout ce qu'il a lieu de faire avec la presse, avec les communicateurs traditionnels qui ont aussi leur place dans ce travail-là, gardiennes de valeurs qu'elles sont. Et à quel horizon est-ce que vous envisagez donc la restauration de ces valeurs que nous avons perdues, la création du Mali d'Inkoura? Oui. Non, mais vous savez, le travail sur les valeurs est un travail permanent. C'est-à-dire que simplement, à un moment, on n'a pas senti l'État totalement remplir cette fonction essentielle, n'est-ce pas, d'enseignement des valeurs. Parce que j'ai dit, un peuple, ça s'éduque. Et ça, c'est un travail permanent. Nous, dans nos analyses, nous avons pu identifier ce qu'on appelle des non-valeurs. Nous avons identifié des anti-valeurs. Nous avons identifié des valeurs menacées. Nous avons identifié des valeurs perdues. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup dans cette problématique, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que la vision politique permet de nous mettre le cap sur la vertu, de savoir qu'est-ce que nous prenons, effectivement, dans tout cela. Et avec les nouvelles valeurs. N'est-ce pas? Donc, quand on parle des technologies nouvelles et tout, elles amènent de nouveaux comportements, n'est-ce pas, et de nouvelles conduites des citoyens. Donc, tout cela va nous aider certainement dans la communication pour le grand public. Et la communication à tous les niveaux, c'est-à-dire que nous aurons un travail à faire avec l'administration, nous aurons un travail avec les populations, à travers les médias, nous aurons un travail au niveau de l'école. Nous allons avoir une approche également pour la famille, n'est-ce pas? Comment faire, vu la structure actuelle de la famille, comment mieux toucher, n'est-ce pas, les responsables de la famille. Et on sait que la femme joue un grand rôle. Et donc, le rôle de la femme, quand vous avez parlé des axes stratégiques, il y a un axe stratégique sur le rôle de la femme dans ça. Il y a un axe stratégique sur la jeunesse également, n'est-ce pas, qui est consacré à cela. Et voilà, donc, ce rôle est capital dans la famille. Et nous pensons qu'il y a un travail d'accompagnement de la famille qui va se faire. Merci, M. Koulibaly, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, Konaté. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.